C'était un changement. On est passé de la colonisation aux indépendances. Et justement, pour que la colonisation continue, on a placé, au moment des indépendances, des gens qui devaient continuer le sale boulot. Alors maintenant, ce que je peux reconnaître, c'est que les méthodes ont changé. Ce n'est plus la brutalité des assassinats politiques. Maintenant, tout se fait de manière fine. Et il faut faire des enquêtes très, très sérieuses pour pouvoir voir les choses. Et moi, je suis d'accord avec le pourcentage qui est donné. Il y a 10% qui est visible, il y a 90% qui est occulte. D'abord, je ne veux pas me faire l'avocat de la France parce que je ne le suis pas. C'est parce que je vous demandais, hein. Je demandais de réagir. Je n'ai ni l'intérêt à défendre. Parce que nous sommes dans le débat, contrairement à ce que vous venez de dire. C'est bon, nous sommes dans le débat. Oui, oui, ouais, je pense qu'il faut poser la question aux gens qui sont compétents pour répondre. Moi, je suis journaliste. Donc, moi, je me contente d'aller voir et de rapporter ce que je vois, d'analyser des situations. Donc, je n'ai absolument aucun intérêt à défendre et je ne me lancerai certainement pas dans un combat qui n'est pas le mien. Simplement, j'ai relevé deux choses, oui. J'ai relevé ce que disait M. Nouakchott sur les élections au Gabon. En fait, les élections au Gabon, les deux opposants ont fait plus qu'Ali Bongo. C'est-à-dire qu'on est en droit de penser, s'il y avait eu une candidature unique de l'opposition, elle aurait gagné les élections. Parce que si vous additionnez les deux pourcentages, ça fait plus de 50%. Donc, c'est ce que l'on a écrit. Potentiellement, Ali Bongo a perdu les élections. Sauf que comme c'était uninominal à un tour, il a gagné. Tous les partis politiques d'opposition au Gabon se sont rassemblés en un seul parti. Il y a un président et un vice-président qui est Bonobo Ndongo, qui est ici à Paris. Donc, logiquement, ils sont majoritaires dans le pays. Tous ces partis-là devraient avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, ils n'ont qu'un seul but, une motion de censure pour renverser Ali Bongo. Mais vous allez voir qu'ils ne gagneront pas les élections législatives. C'est aussi simple que ça. Le trucage des listes électorales, on sait ce que c'est. Par rapport à pour revenir au Gabon, je suis d'accord avec vous quand vous dites que si Ali Bongo avait un seul opposant en face, il perdait, mais justement, tout était fait pour qu'il n'ait pas un seul candidat en face. Sachant bien que c'était des élections à un tour. Parmi les candidats, il y avait bien un candidat qui a été poussé par Bongo lui-même, avec ses moyens qu'il avait. Et bon, ça, c'est discutable, on peut dire que c'est politiquement correct, peut-être que ça fait partie du jeu politique, mais ça, c'est la réalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie des nouvelles méthodes, entre guillemets, douces, qui font que, bon, c'est une façon de tuer les élections, mais moins discutable, je veux dire. Voilà. Quand on sait qu'il y a des élections à un tour, et qu'on fait tout pour ne pas se retrouver en face d'un seul opposant, bon, voilà, c'est la seule remarque que je voulais apporter. Il y a 3 bases militaires en Afrique. Il y a une base à Djibouti, une base à Dakar et une base au Gabon. La base du Gabon, c'est la plus importante. Il y a même des sous-marins français qui sont stationnés là-bas. La France ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui mégote au Gabon. C'est pas possible. Parce qu'avec le Gabon, avec la base militaire qu'il y a au Gabon, ils contrôlent jusqu'à N'Djamena, ils contrôlent toute la corne de l'Afrique centrale. Ce qu'a écrit Raphaël Granvaux là, dans son bouquin qui est sorti cette année, Que fait l'armée française en Afrique, il cite par exemple le cas du Centrafrique, où en 2003, on donne l'occasion, avec ce qui s'est passé, on donne l'occasion à l'armée française qui était en recul de revenir en force. Et quelques années plus tard, il va jusqu'en 2006, on s'aperçoit qu'elle est à tous les niveaux c'est ce que dit Granvaux, à tous les niveaux, comment je vais dire, de la gouvernance, en fait. Elle est là pour ce que, c'est ce que dit M. Montpouillard, pour protéger, en fait, le pouvoir. Est-ce que c'est ce que vous observez? Bonne question. Écoutez, bon, déjà, moi, comme je ne travaille pas pour un magazine français, j'ai pas systématiquement des rapports avec les représentants français, que ce soit la diplomatie ou les militaires. Moi, j'étais à Bangui en 2003 au moment du coup d'État.
J'étais dans l'avion de Jean-Ping, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères du Gabon. Et il y avait aussi avec nous Rodolphe Adada, qui était ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Et donc on a atterri sur l'aéroport et on a été guidé par l'armée française parce que, bon, ça se passait plus trop bien, il n'y avait plus rien. Et quand on est arrivé à la base militaire, donc quand on est sorti de l'avion, les Français étaient là, oui. Ils ont assuré notre protection dans l'enceinte de l'aéroport. Et puis après, je crois qu'ils ont gardé quand même un peu, ils ont quand même un peu emmené les ministres jusqu'à l'hôtel au bord du fleuve, là, le grand hôtel qu'il y a au bord du fleuve. Bon, je crois que effectivement, l'armée française a son rôle de protection vis-à-vis des chefs d'État, mais bon, ça m'a l'air un peu ambigu tout ça. Moi, la seule véritable expérience que j'ai de l'armée française, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, je l'ai dit. Voilà, parce que bon, moi, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2002, je suis passée par le nord. Je suis passée par le nord justement parce que il y avait, c'était coupé quoi. Hein. Et je ne voulais pas traverser la ligne de démarcation, mais à l'époque, il y avait déjà licornes qui étaient déployées. Et donc, je suis arrivée tout à fait clandestinement jusqu'à Boaké. Et là, j'ai pas pris tout de suite contact avec l'armée française, mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à avoir des ennuis moi-même, malgré malgré toutes les bonnes relations que je pouvais avoir avec la rébellion, c'est vrai que c'est eux qui m'ont exfiltré, et donc c'est vrai qu'ils en avaient les moyens. Donc, ce qui tente à prouver qu'effectivement, ils sont suffisamment bien déployés, ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir extraire n'importe qui de n'importe quelle situation. J'étais aussi à Abidjan au moment du coup d'État en 99. Ils ont fait sortir Bédier d'une façon, enfin, comme qui rigole, quoi. C'était en pleine nuit, c'était plié, il n'a pas fallu longtemps. C'est pareil, ils sont intervenus au Tchad. Bon, moi j'ai vu, il y a une douve, on rentrait à N'Djamena, et puis il y a des moyens techniques absolument colossaux qui ont été déployés. Bon, c'est vrai qu'Idriss Déby n'est pas un débutant en matière de stratégie militaire, mais il est poussé, appuyé, soutenu, armé, formé et stratégiquement maintenu par les Français. Donc tout ça fait que je pense qu'effectivement l'armée se situe, comme dit mon confrère dans son livre, un peu à tous les niveaux. Si ça n'est pas avec les armes lourdes, parce que bon, en Côte d'Ivoire c'est vrai que ça y va avec les chars et tout le reste, c'est du moins avec les conseillers militaires. Il y en a plein partout, Burkina. Moi, au Burkina, j'étais invitée à la réception de l'ambassadeur, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui me tape sur le bras. En fait, c'était un gars qui avait été à Boaké, qui me connaissait, qui je sais pas quoi. Enfin bon, moi, je me suis dit, mais bon, très bien, ok. Donc, c'est vrai qu'ils sont un petit peu partout, et ils sont aussi attachés dans les ambassades, donc ils sont aussi dans les pays anglophones. Je vais souvent au Nigeria, et c'est vrai que, oui, là, oui. Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne quand même. On va finir là-dessus si vous avez autre chose à dire sur la présence de l'armée, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur cet aspect économique et sur les évolutions. Et je voudrais aussi évoquer l'article qui a été publié dans votre journal, Afrique-Asie, et signé François Misser, justement sur la façon dont ça évolue, et le franc CFA. Moi, je voulais juste dire un mot. Je serais convaincu du changement de la France-Afrique lorsque notre président, par exemple, voit le courage de dire que la politique française de l'Afrique soit contrôlée par le Parlement. Ça, pour moi, ce sera le début du changement. Que ce ne soit plus le monopole de l'Élysée. Si la politique française de l'Afrique est contrôlée par le Parlement, pour moi, je serai convaincu que c'est un début du changement.